Dis Félicien, tu comptes faire quoi toi en cas d'effondrement de notre civilisation? Oh bah c'est simple, moi je pars sur une écologie de droite. J'irai à la campagne, me retrancher sur un terrain privé, et puis je tenterai de me protéger à l'aide d'une technique néo-moyenâgeuse, survivaliste. J'ai vu des tas de vidéos à ce sujet sur YouTube, et puis j'ai été jusqu'à la saison 9 de Walking Dead, donc à mon avis je suis tranquille. Allez, hasta la vista les crevards. La collapsologie, où l'étude des effondrements est aujourd'hui un sujet récurrent, on en parle dans les médias, elle inspire de nouveaux récits et suscite donc de très nombreuses réactions. Ok. Pour la faire courte, la collapsologie est un courant de pensée qui s'intéresse au risque d'effondrement de notre civilisation industrielle occidentale et à ce qui pourrait lui succéder. L'effondrement, quant à lui, c'est quand les besoins de base de cette civilisation, en eau, en énergie, en alimentation, en logement, ne sont plus assurés à la majorité de la population par les services qu'un État encadre. Certains collapsologues pensent que l'effondrement peut avoir lieu même avant 2030. Ici, par prudence, nous nous dirons qu'il peut se produire demain ou dans 50 ans, qu'il peut être rapide, mais aussi relativement lent. Mais de quoi parle-t-on exactement? Quand on pense effondrement, on pense souvent à un événement brutal et total qui a un début et une fin. Un choc bref, un passage. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'il est représenté dans la fiction. Ben oui, il y a des fonds de romans dans l'effondrement. Mais cette vision instantanée, un peu hollywoodienne, peut aussi nous piéger. Essayons plutôt de nous représenter une série d'événements et d'effets dominos qui peuvent être plus ou moins rapides selon les régions, ou même prendre plusieurs années, voire décennies. En percevant l'effondrement comme un processus lent, on peut dès lors s'imaginer qu'il a déjà commencé. Selon que l'on parle du tarissement, de ce que la société marchande a appelé les ressources naturelles, de la destruction de la biodiversité, la disparition de 60% des populations d'animaux sauvages est déjà en elle-même un effondrement manifeste, mais aussi de l'accroissement des inégalités, de la destruction des sociétés ou de peuples sur d'autres continents, ou même de la fascisation de certains États sur notre continent, dont l'explosion des violences policières est un élément de mesure. En fait, il faudrait toujours parler au pluriel, dire qu'il y a non pas un, Pas un, pas deux, pas trois. mais des effondrements. Ensuite, comment parler d'effondrement en dépassant notre prisme de pensée occidental et les modes de vie ultra privilégiés que notre société rend possible? Car pour nous, un effondrement correspondrait surtout à la perte du confort de vie que l'on connaît. Mais pour des millions, sinon des milliards d'êtres humains, l'effondrement, il est actuel et constant. Qu'ils soient déjà victimes des conséquences des dérèglements climatiques ou qu'ils fuient leur pays et finissent noyés dans la Méditerranée à cause de politiques européennes criminelles, sans parler des exploités dans les mines à l'autre bout du monde et de ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable, en bref, de tous ceux que cette civilisation exploite, tandis que d'autres sont terrifiés à l'idée de perdre un certain mode de vie apporté ou imposé par cette même civilisation. Ce que nous envisageons comme conséquence d'une catastrophe de notre point de vue, eh bien pour d'autres personnes, dans d'autres contrées, ils appellent cela tout simplement la vie. Sans doute que pour beaucoup d'entre eux, ainsi que pour l'ensemble des animaux sauvages et des végétaux sur cette planète, la disparition de notre civilisation occidentale serait la meilleure nouvelle qui soit. Alors finalement, l'effondrement, bonne ou mauvaise nouvelle? C'est vrai, au fond, pourquoi pleurer une civilisation qui s'est bâtie sur la prédation et la domination des autres peuples, de la nature, et qui continue de le faire? Bon, bien sûr, il est impossible de répondre à une telle question de façon claire, vidée de tout conditionnement et de tout rapport émotionnel aux choses, mais une chose est certaine, c'est que si effondrement il sera la conséquence de siècles d'histoire et de décennies de choix politiques qui nous ont précipités dans cette situation. L'effondrement nous dépassera complètement en tant que citoyennes et citoyens, il n'est donc pas pertinent de le juger comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, voyons-le dès lors, comme une conséquence, voire une fatalité, l'inévitabilité de la fin d'un système qui ne fonctionne pas. À plus long terme, l'effondrement d'un modèle d'illusion et d'oppression et de ses structures, système financier, État, lobby, multinational, serait plutôt une bonne nouvelle, mais il sera sans doute très brutal à court terme. C'est pourquoi il nous faut être vigilants et se préparer en développant dès aujourd'hui des moyens d'organisation alternatifs. Le système capitaliste et la société de consommation très aliénants nous ont dépossédés et rendus éminemment dépendants. Alors à l'instar des militants zadistes ou des gilets jaunes sur les ronds-points, essayons de tisser des liens, rencontrons-nous, recouvrons l'indépendance, mais aussi le temps, l'espace et l'organisation de nos vies. Mais plus que tout, la théorie de l'effondrement ne doit pas être une pensée de l'angoisse et du repli sur soi. La collapsologie ne nous invite pas au survivalisme, à une sorte d'écologie de droite alimentée par des instincts conservateurs et individualistes qui considèrent l'autre d'emblée comme une menace plutôt que comme une force nécessaire pour subsister. Une pensée de la peur, comme dans un blockbuster. Quand tu t'es pour te castagner avec un mec,
Si le mec il est comme ça devant toi, toi tu te mets trois quarts face. Puissent les fans de Battle Royale et Hunger Games aller revoir La Belle Verte de Colin Serrault. Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé. Espèce de connard. On ne va quand même pas reproduire le modèle de requin qui nous a été imposé. Non, il faut dès à présent exclure cette vision Walking Deadienne de ce que serait le monde après l'effondrement. Éviter ce que nous on appelle le tous aux abrisme, c'est-à-dire une écologie bourgeoise qui s'enracine peut-être dans la crainte inconsciente de la perte de ses propres privilèges et de son mode de vie à l'occidental. Lançons gratuitement et tout à fait au hasard un exemple stéréotypé. Moi, citadin chanceux, qui travaille à la télévision et qui loue un appart à la capitale, je me chope mes 4 hectares de terre à la campagne pour y faire un éco-village pour moi et pour mes proches. Quand effondrement il y aura, j'irai là-bas. J'imagine de façon romantique que je serai en sécurité dans ma forteresse rurale, autonome en énergie et en ressources. Je n'ai jamais fait pousser un légume de ma vie, mais je me débrouillerai. Et j'ai déjà planté un clou à la foire de l'école en avril 2003. Au cas où de villes tiers s'attaqueraient à nous, je nous défendrai, à l'aide du vieux fusil de chasse de l'oncle Bernardin. En tout, ça fait 7 hectares. Il y a 3 hectares de bois et 4 hectares de prés, disons. Ce qui émane surtout d'un cliché absolument fictif et totalement imaginaire comme celui-là, c'est bien sûr davantage une pulsion de survie individuelle que solidaire. Or, cela n'a pas de sens. Car si le système capitaliste disparaît en même temps que les États, non seulement les besoins minimaux ne seront plus garantis, mais la propriété privée n'existera plus non plus. Plus de droits, ni de police pour nous défendre des méchants. La collapsologie doit être le signal que nous devons ensemble concevoir d'autres façons d'habiter le monde. Intéressons-nous aux courants et aux théories politiques qui se basent sur l'entraide, sur la solidarité, et qui essayent, parfois depuis des siècles, à émanciper les peuples et à vivre en s'affranchissant des structures de domination. Anarchisme, municipalisme, libertarisme, autonomie, les modes de vie expérimentés en squat, dans les ZAD ou dans les nombreux lieux autogérés sont autant de façons de vivre en dehors des États, des hiérarchies, des pouvoirs centralisés et déracinés, des coercitions. Il ne faut pas s'imaginer non plus que l'on trouvera une théorie unique, parfaite, universelle, et que le conflit n'existera plus. Un monde plus juste n'est pas un monde tout rose, mais c'est certainement un monde en lutte contre les oppressions et pour la coopération. En plus de cela, la collapsologie ne doit surtout pas conduire à l'attentisme, à une forme de défaitisme passif, en un mot, au renoncement. Maman, c'est dur. C'est-à-dire de considérer qu'il suffit d'aller se mettre à l'abri et que le système se détruira par lui-même, au lieu de se dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, tous aux abris dans un bunker en torchis, profitons de cette instabilité potentiellement féconde pour repenser le monde politiquement et socialement. » Pour rompre avec tous les rapports de domination, anthropocentrisme, colonisation, racisme, patriarcat, salariat, destruction du vivant, et pour se poser enfin cette question cruciale, que voulons-nous préserver? Ce monde ou le monde? On ne peut pas partir et tout abandonner comme ça, car il nous faudra toujours une planète vivante, et on ne peut pas laisser les artisans du chaos continuer de la détruire. Il faut des sols fertiles, de la biodiversité, des insectes, de l'eau, un climat vivable. Or, pour l'instant, les multinationales s'accaparent rapidement et en pleine conscience tout ce qui devient plus rare, donc plus précieux, donc très lucratif. Tout laisser tomber pour aller vivre dans les bois, c'est très bien de le faire, mais il faut aussi continuer de lutter. Sortons-nous de la tête que les puissants arrêteront de tout détruire une fois que nous serons au bord du gouffre. Nous sommes au bord du gouffre. Sauf qu'ils ont un parachute, pas vous. Sorry. D'ailleurs, la nouvelle grande mode pour les millionnaires de la Silicon Valley, c'est de s'offrir des bunkers en Nouvelle-Zélande, sans parler du méga boss qui lui dépense déjà des millions pour organiser son exfiltration dans l'espace. Il y a 10 ans déjà, même Nicolas Hulot nous disait que si la planète est un Titanic en train de couler, les très riches se ruent en ce moment sur les canaux de sauvetage, pendant que les plus pauvres attendent sagement de mourir, si possible, sans trop perturber les premières classes. Bref, prenons du recul par rapport à tout ça. Il n'y a nul avantage à craindre l'inéluctable autant philosophé. Saisissons cette opportunité de questionner nos appréhensions, d'avoir une pensée politique plutôt que de se préparer vainement à sauver sa peau, ce qui est aussi un leurre. Car tant pis pour les autres, c'est d'abord tant pis pour soi. Ce n'est pas parce que les perspectives ne sont pas belles qu'il ne faut plus rien faire. Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, disait Charles le Téméraire. Allons à l'encontre de tout comportement démissionnaire ou de fuite, de renoncement, d'aquabonisme et de tous aux abrismes. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau coup de gueule sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, il paraît que c'est mieux.
Et n'hésite pas non plus à mettre des j'aime, des commentaires pour nourrir l'algorithme et que nos vidéos ne tombent pas dans les méandres du grand oubli universel. A très bientôt sur la chaîne du billet vert. Ciao.